Bonjour à tous. Oula, ravi de vous accueillir sur cet atelier qui va vous parler de trésorerie, un sujet passionnant. Tout à fait. En tout cas, on va essayer de vous le rendre passionnant. Voilà. On va se présenter déjà pour démarrer. Donc, Olivier Giraud, j'ai 52 ans et ça fait 25 ans que j'accompagne les entreprises en fait dans la partie opérante, puisque vous avez tous un métier en fait en créant votre entreprise, mais il y a à chaque fois un autre métier, c'est celui de patron. Donc c'est comme quand on a sa journée de travail et qu'on rentre à la maison le soir, on a une deuxième journée de travail qui nous attend. Pour l'entreprise, c'est la même chose. On a un métier et en plus ce fameux métier de patron. Donc ça fait 25 ans et 10 ans qu'on forme à toutes ces clés de réussite de ce métier-là. Et donc moi, Nathanaëlle Oustrin, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans la banque, donc je connais le sujet de la trésorerie et de la gestion de trésorerie d'un point de vue bancaire. Donc 20 ans dans la banque et depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai créé mon cabinet qui s'appelle On Courtise, qui fait du financement pour les professionnels, mais pas que, de l'accompagnement dirigeant, etc. Bref, on va démarrer maintenant sur le sujet qui nous intéresse. Je vais juste, auparavant, le temps là qu'on passe à la slide, pour vous voir un petit peu en fait qui a un projet de création d'entreprise en fait en levant la main. C'est pour se rendre compte, ah oui, donc très bien. Qui a créé son entreprise depuis moins de 2 ans? Ok. Et qui depuis plus de 3 ans? Parfait, très bien. Bon, ben, donc, et qui est étudiant aussi, en fait? Il nous manque peut-être. Voilà. Bravo. Il y en a quelques-uns, bravo, on les c'est bien. félicite. Alors, première slide, pourquoi la trésorerie est cruciale? En fait, on dépose pas le bilan, enfin, on dépose pas son bilan parce qu'on fait un mauvais bilan, on dépose son bilan parce qu'on n'a plus de trésorerie. Donc, en fait, la trésor, c'est vraiment, pour reprendre l'image, l'oxygène dans le sang. Et donc, c'est vraiment, bizarrement, en fait, l'élément le plus important dans l'entreprise. Et puis, aussi, pour le voir depuis de nombreuses années, c'est avoir une trésorerie pléthorique, c'est vraiment un super avantage pour bien dormir, avoir une relation de couple plus facile. Voilà. Donc en fait, la trésorerie, c'est vraiment important. Et donc là, on le voit, 25% des entreprises ferment à cause de problèmes de trésorerie. Donc on peut être rentable, mais avoir des problèmes de trésorerie. Et c'est sur ça qu'on va accentuer la conférence de ce matin, c'est de faire la différence entre la notion de rentabilité et la notion de la trésorerie dans l'entreprise. Comprendre la trésorerie, c'est quoi? C'est l'argent qui rentre et qui sort de son compte. En fait, vous avez votre compte bancaire et vous avez du flux entrant et puis vous avez du flux sortant. Et la trésorerie, c'est la différence entre les deux. Voilà, tout simplement. Faut faire la différence effectivement entre le profit et la trésorerie. Ce sont deux concepts différents. Comme je vous le disais, la trésorerie, c'est ce qui sort et ce qui rentre. Le profit, c'est la rentabilité derrière. Je vais juste faire pour les créateurs qui étaient peut-être salariés avant, des fois ça peut être faire un comparatif par rapport à un propriétaire immobilier qui dispose de plein d'immeubles, mais qui a peu de revenus et du coup et qui n'a pas d'épargne de côté. En fait, le jour où il y a des gros travaux, des gros des sujets à réaliser sur son immobilier, s'il n'a pas de crédit, s'il n'a pas de revenus, il ne peut pas faire de crédit. S'il n'a pas de trésorerie, il peut pas anticiper les travaux qu'il a à faire dans son bien immobilier. Et malheureusement, il est obligé de vendre, peut-être de vendre à perte parce que son immobilier, il n'a pas pu l'entretenir. Et la trésorerie dans une entreprise, on peut faire la même comparaison. C'est un peu la même chose, d'où l'importance de bien la maintenir dans sa structure. Donc le cahier des charges pour nous, là, c'est de faire une initiation en fait, à toutes ces entrées en matière pour la trésorerie. Après, vous avez tous des cas particuliers et des niveaux de connaissances différents sur la trésorerie. Sur le stand, on peut répondre individuellement à vos problématiques particulières, quoi, en fait. Donc, un exemple concret d'une entreprise qui peut être rentable mais manquer de liquidité. On échangeait tout à l'heure avec un client qui passait sur le stand, qui nous parlait d'un chef d'entreprise dans le bâtiment qui avait 3 mois de retard d'encaissement de ses clients
suite au chantier qu'il avait fini, qu'il avait terminé. 3 mois de retard d'encaissement, je peux vous dire une chose, c'est que ça peut poser des sacrés problèmes pour s'achalander, puisque du coup, les fournisseurs, s'il ne peut pas les payer, il ne peut pas aller chercher de la nouvelle marchandise. Donc, il ne peut pas s'adresser à des nouveaux clients. Et puis, les frais de fonctionnement de compte qui peuvent devenir hyper douloureux au niveau de sa gestion. Donc, tout ça pour dire que, pour autant, c'est une personne qui a de l'activité professionnelle, mais qui, s'il n'encaisse pas en temps voulu, ça peut avoir des conséquences importantes sur son entreprise. Effectivement. Et donc, les flux de trésorerie, donc vous avez l'entreprise, en fait, votre entreprise qui est au cœur d'un système et qui est en permanence en relation avec son environnement. Ça peut être l'État pour la TVA. Donc, chaque mois, il y a des flux de trésorerie. Vous l'encaissez de par vos clients et vous la reversez à l'État. Il y a des flux avec les institutionnels comme les banques, puisque vous êtes en train de rembourser vos prêts. Donc ça, c'est mensuel aussi. Vous avez d'autres flux avec vos fournisseurs, donc, à qui vous commandez de la marchandise et qu'il faut payer. Et donc, c'est le délai entre ça, entre ça et l'encaissement de vos clients qui va déterminer le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Et puis, donc, on a donc cette recherche permanente. Vous êtes en création, en fait, pour ceux qui ont un projet. Quand on démarre, on a surtout une idée, on est omnibulé par le chiffre d'affaires et c'est normal parce qu'on a besoin de rassurer sur son modèle économique. Est-ce que, tout d'abord, ma première priorité, c'est de trouver des clients. Donc, en fait, après, eh bien, une fois qu'on a les clients, on va aller faire de la gestion pour améliorer la trésorerie, sa rentabilité et faire en sorte que ce chiffre d'affaires se transforme le plus possible en bénéfice. Donc après, on a la partie sortie, donc c'est ce que je disais sur les matières premières, le règlement des charges fixes. Donc on a aussi tout ce qui est charges fixes mensuelles. Donc là, c'est une évidence, mais donc vous avez vos loyers, l'expert comptable, les assureurs, l'électricité, les taxes annuelles de charges en fait à l'État, enfin aussi en fait les taxes, les taxes foncières et etc. Et donc et puis un gros vase communicant avec le personnel. Donc dès que vous recrutez, donc là il y a aussi de l'anticipation parce qu'on a du personnel avec leur salaire à eux, mais aussi toutes les charges que vous allez régler pour eux. Donc vous l'avez compris, en fait, une trésorerie positive, c'est du bon sens, mais c'est plus d'entrée que de sortie. Donc ça commence par du chiffre d'affaires, et puis après, on va avoir l'outil prévisionnel. Je te laisse peut-être en parler. Oui, alors l'outil prévisionnel, vous avez déjà, pour ceux qui vont créer, c'est un outil qui est indispensable. Quand on nous dit oui, ça se passe jamais comme c'est prévu, ok, mais en attendant, quand on sait travailler son prévisionnel de démarrage, on sait le modifier une fois que vous êtes lancé, et c'est un outil qui est fait pour bouger continuellement et qui est fait pour être adapté continuellement à votre activité. Mais si vous n'avez pas la maîtrise de base de savoir comment ça fonctionne et comment ça s'articule, le jour où vous avez besoin de rééquilibrer les choses parce que le chiffre d'affaires attendu n'est pas celui qui se réalise, où vous avez plus de dépenses que prévu, ça vous permet de réactualiser assez rapidement et de ne pas attendre après votre expert comptable pour pouvoir le faire. Tout ça, c'est de la réactivité. C'est important d'avoir, en tant que dirigeant d'entreprise, on ne vous demande pas de connaître votre bilan par cœur et de connaître toutes les strates de votre bilan, mais il y a des points clés qui sont essentiels à maîtriser. Et voilà, le prévisionnel, ça sert aussi à s'acculturer, on va dire, à son fonctionnement d'entreprise. Et on va voir aussi le prévisionnel de trésorerie qui va être un outil indispensable dans votre fonctionnement. Les erreurs classiques à éviter, c'est justement ça, ignorer la prévision de trésorerie. Un exemple, je vais vous donner quelques exemples. Sur par exemple une boutique de cadeaux, décoration, qui a une activité qui fait... Alors tout ce que je vous dis, c'est des cas concrets d'entreprises que j'ai rencontrées, donc c'est pas du... C'est de la réalité. Une entreprise qui fait de la décoration et qui fait de vente de cadeaux, son chiffre d'affaires, 60% de son chiffre d'affaires se réalise sur le mois de novembre et décembre. Donc autant vous dire que en termes de gestion de trésorerie, si c'est pas prévu dans sa trésorerie, elle, ses dépenses dans sa boutique, c'est linéaire. Les charges URSSAF, c'est linéaire. Son loyer, c'est linéaire. Son électricité, c'est linéaire. Enfin, tout ça, c'est linéaire. Par contre, oui, ça, c'est linéaire. Ses achats de stock, là, pour le coup, il faut qu'elle l'anticipe. Donc, ça veut dire qu'avant de démarrer sa saison,
hivernale pour la saison de cadeaux, il va falloir qu'elle fasse rentrer du stock, donc elle va avoir des dépenses importantes à ce moment-là. Et après, son chiffre d'affaires, seulement après, va monter. Donc tout ça, ça s'anticipe au travers d'une trésorerie suffisante, ça s'anticipe avec son banquier pour demander une ligne, on appelle ça des crédits de campagne, hein. Quand on a une saisonnalité très forte dans son activité professionnelle, ça se finance. Donc voilà, ça c'est un exemple concret d'anticipation et de prévision de trésorerie. On va parler d'un autre exemple qui est tout simple, c'est les vacances. Alors même en tant qu'entrepreneur, je vous conseille quand même de prendre quelques pauses dans l'année. C'est nécessaire pour pouvoir se ressourcer, hein, parce qu'il faut repartir et attaquer derrière. Donc c'est important de savoir prendre des pauses. Et donc quand on prend des pauses, son chiffre d'affaires, il ne rentre pas comme quand on est salarié et tous les mois le salaire rentre. Et ça c'est pareil, en fait, ça s'anticipe aussi au travers de une gestion du mois d'août, par exemple, où il n'y a pas de rentrée d'argent. Le mois de septembre, on le voit bien dans la réalité, le mois de septembre, quand on a une boutique, ça tire un peu plus dur au niveau de la trésorerie, au niveau de la trésorerie, donc ça tire un peu plus dur au niveau des comptes. Tout ça, c'est l'idéal, c'est d'anticiper les choses par rapport à ça. Donc, je le répète toujours, hein, mais ne pas confondre bénéfice et trésorerie. Encore une fois, on peut avoir une entreprise rentable qui génère du bénéfice et pour autant se retrouver avec des difficultés de trésorerie, justement par rapport à cette fluctuation d'activité. Donc, le profit sur papier, c'est pas du cash disponible. Sous-estimer les délais de paiement des clients. Je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec l'artisan qui avait 3 mois de retard dans sa facturation. Le jour où il déclenche ses encaissements parce qu'il a un besoin urgent, parce qu'il voit que sa trésorerie, ça commence à devenir compliqué pour lui, il n'empêche que quand il envoie sa facturation, le client qui reçoit la facturation, il dit ça fait 3 mois qu'il doit m'envoyer sa facture, il va attendre un peu avant que je le règle. Du coup, il va se reprendre peut-être 1 mois ou 2 mois supplémentaires avant d'être réglé, soit à peu près 6 mois de trésorerie dehors. Alors que lui, il faut qu'il règle. Il n'a pas 6 mois de délai de règlement auprès de ses fournisseurs, ni auprès de l'URSSAF, ni auprès de tous ces partenaires-là. Donc, autant vous dire qu'il faut être hyper attentif au retard de paiement. Voilà. Donc, ça peut avoir des conséquences malheureusement dramatiques sur l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'y atteler dès le démarrage et de donner des bonnes habitudes aussi à ses clients, de régler tout de suite. Juste deux autres exemples en fait pour animer ça. En fait, c'est pour vous montrer que cette trésorerie, on la subit trop souvent en fait. J'ai un artisan qui pose des fenêtres pour des maisons neuves et en fait l'achat des fenêtres représente 80% de son chiffre d'affaires. Donc 800 000 euros d'achat pour 1 million de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que dès qu'il installe une porte et qu'il la raye, en fait, il faut qu'il revende 5 fenêtres juste pour rembourser l'achat de sa porte, quoi. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de cas concrets. Un autre des métiers qui marchent bien, pompe à chaleur, eh bien, il vend à un marchand de sommeil à Paris pour 120 000 euros de chantier. Et l'autre avait déjà décidé de jamais le payer, en fait. Et donc, là, on avait 10 jours pour se mettre en redressement judiciaire. Une entreprise qui marche bien. Et tout est bon, tout est bien géré, mais un accident, la trésorerie. Donc juste gardez bien à l'esprit vendre, facturer, encaisser. En fait, c'est les 3 priorités du boss et de son équipe. Oui, donc les outils de pilotage de trésorerie. Donc, grâce à la technologie, maintenant, en fait, il existe des outils en fait pour faire des prévisionnels. Il existe des outils qui se pluguent en fait sur les banques pour aller suivre sa trésorerie, faire différents scénarios, mais parfois aussi Excel, tu es un bon exemple, est le bon moyen d'avoir son petit rendez-vous avec soi-même pour vraiment prendre conscience quand on saisit les chiffres, quelques chiffres, hein, de vraiment du poids de chacun d'eux, quoi, en fait. Je vais pas promouvoir les vendeurs de logiciels, mais moi je suis partisante vraiment de remplir soi-même ces tableaux de trésorerie. Vous prenez votre relevé de compte de la fin du mois, enfin du mois qui vient de passer, et vous renseignez vous-même sur votre tableau réellement ce qui s'est passé déjà, et ça vous permet de projeter aussi ce qui peut se passer dans l'avenir. Enfin, le fait de le faire, ça prend 1 heure par mois. Franchement, ça vous permet de vous rendre compte réellement de ce qui se passe dans l'entreprise. Si vous le faites faire par un logiciel qui va venir télécharger les informations sur votre relevé de compte, en fait, vous n'allez pas être dans la matière, en fait, sur quelque chose qui est en plus déjà un peu abstrait. C'est important de toucher du doigt vraiment ce qui rentre et ce qui sort dans l'entreprise en renseignant vous-même. Moi, je suis plutôt partisane de ça, mais voilà. Après, et souvenez-vous, les chiffres ne sont que les conséquences des actes des hommes. Donc en fait, c'est vraiment votre objectif,
C'est d'aller prendre ces chiffres, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi, en fait? Un chiffre pour un chiffre, ça ne sert à rien. Un chiffre pour une action, ça a beaucoup de valeur. Et juste pour comparer peut-être au tableau de bord financier, si ça ne vous parle pas, le tableau de bord financier, c'est un tableau de... Vous pouvez mettre les indicateurs que vous voulez dessus. Ça peut être votre chiffre d'affaires, ça peut être la marge, ça peut être votre... Enfin voilà, masse, les points clés de votre entreprise, voilà. En fait. Ouais. Les salaires sur... par exemple, pour les entreprises de nettoyage, en fait, le rapport des salaires sur le chiffre d'affaires, c'est vraiment quelque chose qui est clé et primordial pour être sûr d'avoir ce qu'il faut à la fin de l'année. Chaque tableau de bord financier est vraiment personnalisé par rapport à votre activité. En fait, c'est important de trouver un outil qui correspond à votre activité. Parmi vous, il y a des gens donc assez nombreux peut-être qui font de la prestation de services, et donc là, eh bien, c'est un peu plus simple. Dès qu'on a des volumes de matière, d'achat en fait pour qu'on retransforme et qu'on revend, là, en fait, c'est une autre paire de manches en fait pour gérer et anticiper ces flux de trésorerie. Les bons réflexes financiers, donc on en a déjà parlé, hein, facturation rapide. Alors des fois, ça peut être, c'est important quand vous avez fait votre prestation, que votre client le sait, vous a signé un devis, en tout cas s'est engagé de travailler avec vous, c'est important de ne pas perdre trop de temps derrière à envoyer votre facture. Parce que le flux d'activité derrière pour tous est très... Voilà, on voit que le temps passe vite. Donc ne pas traîner à envoyer vos factures, faire des suivis de paiement, en fait, savoir effectivement quand vous avez envoyé votre facture, vous pouvez mettre sur votre facture un délai de règlement. Il y a un outil, généralement, votre outil de facturation vous remet des relances, en tout cas régulières, pour relancer vos clients qui ne vous payent pas. L'optimisation de dépenses, on a tendance, c'est vrai qu'au moment de la création, de dépenser assez facilement, mais gardez en tête votre prévisionnel de démarrage avec votre plan de financement et ce que vous devez dépenser pour essayer de rester dans ce cadre-là et éviter trop de... Parce que vous allez voir, pour ceux qui vont créer, vous allez être sollicité de toutes parts. Surtout la communication, justement les logiciels de suivi, etc. Vous allez être hyper sollicité. Choisissez vraiment, prenez le temps de bien choisir effectivement les outils et les personnes avec lesquelles vous allez travailler, parce que ça peut amener des dépenses superflues qui n'étaient pas prévues au démarrage. Savoir négocier avec ses fournisseurs. Alors c'est vrai que quand on démarre, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais assez rapidement, quand vous avez instauré une relation de confiance avec vos fournisseurs, essayez de régler, de négocier des délais de règlement, en fait, tout simplement, qui vous permet de pouvoir encaisser d'abord de vos clients pour après régler vos fournisseurs, ce qui vous permet d'avoir de la trésorerie positive sur le compte. Et la banque aussi, en fait, que tu maîtrises bien, en fait, qui est un partenaire, mais on peut négocier des couverts avec la banque, en fait. Exactement. Des choses je vais vous en parler exactement, voilà. Un peu plus loin, mais j'anticipe. Et juste avant, en fait, une chose à rajouter, c'est la vente. La vente, c'est vraiment pas un vain mot, c'est pas un gros mot. C'est vraiment c'est une des compétences à développer en fait quand on crée son entreprise. Je le dis pour l'anecdote, c'est que quand j'ai créé une deuxième activité il y a 10 ans, en fait, je suis arrivé dans le bureau de Nathanaël, c'était ma future banquière, et elle m'a tout vendu. Mais tout, hein, la carte, les abonnements, les assurances sur les téléphones et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise sans vente non plus. Et je fais un petit clin d'œil à mon associé qui est sur le stand. Mais donc, il n'y a pas d'entreprise sans vente et les gens ne viennent pas acheter. En fait, on peut l'espérer, mais en fait, ça mérite vraiment de l'énergie, de l'action. Et quand on crée son entreprise, on a 18 mois d'une énergie là, qui est à l'intérieur, qui est vraiment énormissime, en fait, et il faut l'utiliser pour aller vendre, parce que tout le reste, vous voyez, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas le reste. C'est juste l'essentiel, et tu as raison de le préciser, parce que sans ça, on ne va pas plus loin. Donc effectivement, anticiper et sécuriser le financement, donc on ne vous a pas mis toutes les cours, mais il existe, vous allez forcément, dans votre vie d'entrepreneur, avoir des accidents de parcours, de trésorerie, mais ils sont liés à plein de possibilités, soit qui vous concernent ou dont vous êtes à l'origine avec des erreurs de gestion par exemple, ou soit exogènes, enfin extérieures, le marché qui se retourne. Là en fait, c'est vrai qu'on nous expliquait les commerçants là, sur Rennes, en fleurs et autres. Enfin, il y a des mouvements. En fait, on voit bien que le monde bouge et que le monde change.
Donc vraiment, on peut avoir donc des besoins de trésorerie pour la croissance. En fait, je vous expliquais le besoin en fonds de roulement tout à l'heure. Si votre activité démarre très vite, ça va aspirer votre trésorerie parce qu'il faut toujours acheter encore plus pour vendre plus. Mais en fait, ça coûte cher de grandir. Donc ça, il faut le faire financer par l'entreprise. Besoin de trésorerie pour les aléas. Donc ce que tu mettais, effectivement, des manifestations, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et là, eh bien, par métier, on peut imaginer en fait d'avoir un petit socle, un petit fonds de roulement, de l'argent sous l'oreiller. Et là, Nathanelle, en fait, elle a un talent que j'ai découvert. Moi, c'est de faire parler aux gens de leur rapport à l'argent. En fait, on a tous un rapport individuel à l'argent. J'ai des clients, moi, qui, à moins de 300 000 euros sur leur compte, ils commencent à paniquer. Et d'autres, jusqu'à moins 160 000 euros, ils paniquent pas trop. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on a deux êtres humains et avec un rapport à l'argent qui est radicalement différent. Oui, j'étais en train de réfléchir, mais la notion d'argent, en fait, ne serait-ce que dans un couple, en fait, le rapport à l'argent n'est pas le même. Donc, imaginez avec des associés, des clients, des prestataires, etc. On a tous un rapport à l'argent qui est complètement différent, et c'est important d'identifier aussi là où on est bien et là où on n'est pas bien. Et puis, c'est aussi important d'identifier, qu'est-ce que vous demande la banque en fait? Clairement, on va parler de choses. C'est qu'à moins 160 000 euros, j'espère qu'il y a des lignes de découvert qui sont mises en place en lien avec son activité, parce que ça peut faire mal sinon. Enfin, généralement, ça ne va pas très, très loin. Moi, je voulais relever un point important. Pour avoir travaillé 20 ans en banque, je peux vous dire une chose, c'est que financer de la trésorerie en banque, c'est compliqué. Ou alors, en tout cas, c'est un certain type de trésorerie qui est possible. Mais de la trésorerie pour juste faire face, en disant j'ai mon compte qui est en débit, donc j'ai besoin d'argent. Autant vous dire que le banquier va vous dire ça vient d'où en fait le déficit, le trou sur le compte? J'en sais rien. Alors là, si ça commence comme ça, c'est un peu compliqué. Et c'est là où il faut identifier et savoir d'où vient le problème. Est-ce que c'est parce que j'ai de l'argent dehors? Si j'ai de l'argent dehors, si je travaille avec des professionnels, il y a des solutions que la banque peut mettre à disposition qui s'appellent la facturage, le DAI quand on travaille avec les institutions. Alors, il y a des solutions qui existent quand c'est lié par exemple à une problématique de facturation auprès de ses clients. Si c'est lié à plus de dépenses que de rentrées, c'est est-ce que je dépense trop par rapport à ce qui était prévu? Est-ce que j'ai eu des dépenses qui n'étaient pas prévues dans mon plan de départ et voilà, et du coup, il faut que je sache, j'identifie pourquoi. Et là, dans ces cas-là, la banque va dire, nous, on ne va pas mettre, c'est peut-être à vous de remettre au pot. Je vais revenir sur un autre sujet par rapport à ça aussi. Ça peut être lié à un chiffre d'affaires qui est insuffisant par rapport aux dépenses qui sont à strict minimum. Et là, c'est une problématique de croissance. En fait, qu'est-ce qui fait que le chiffre d'affaires n'est pas suffisant? Est-ce que je vends assez cher? Est-ce que j'ai assez de clients? Est-ce que j'ai subi effectivement des intempéries ou des manifestations au centre-ville de Rennes qui bloquent mon activité? Parce que voilà, c'est tout ça, des aléas, il y en a tout le temps. À partir du moment où vous êtes entrepreneur, vous ferez forcément face à des aléas. Donc c'est important d'identifier tout ça. Et selon l'origine du débit, eh bien, la banque vous dira OK, on peut vous suivre là-dessus. Et là, non, on ne va pas vous suivre là-dessus parce que c'est pas possible. Donc c'est important. Je vais revenir vraiment à un fondamental pour les créateurs, ceux qui vont créer. Faites un crédit pour vous lancer. N'utilisez pas vos deniers personnels pour le faire, parce que le jour où on vous demande toujours un minimum d'apport. Utilisez ce minimum d'apport, mais n'utilisez pas tout et surtout faites un crédit. Parce que ça vous oblige, à travailler votre projet comme n'importe quel professionnel, en se disant avec un prévisionnel, est-ce que mon chiffre d'affaires est-ce qu'il est cohérent par rapport à mon activité? Est-ce que j'ai des clients qui vont acheter ce type de choses? Ça vous oblige à avoir la gymnastique de démarrage automatique, alors que quand on crée son entreprise en disant j'ai de l'argent, j'ai mon pôle emploi, ça va le faire. Avec ça, aux sociétés de services, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher du financement. Au final, vous n'allez pas faire toute la démarche vraiment essentielle à la création de son entreprise. En fait, à l'identifier. Si j'ai un business model qui tient la route, est-ce que j'ai des clients qui vont acheter mon offre? Et de faire tout de suite derrière. Vous risquez surtout peut-être de ne démarrer votre vraie création d'entreprise que 3 mois avant la fin de votre chômage. En fait, alors que oui, quelque part, vous avez perdu 18 mois avec cette énergie juste parce que vous n'êtes peut-être pas mis assez de la pression. J'ai un souvenir d'un prof d'histoire où il y avait des tribus de vikings pour
avant d'attaquer le bateau en fait, de leur ennemi, ils commençaient par couler le leur pour être sûrs de gagner en fait, et d'être motivés pour aller choper le bateau, autrement ils mouraient tous. Le crédit, il y a un petit peu cette image, c'est vrai que c'est une pression de plus, mais par contre vous donnez les moyens et puis ben, vous avez voulu le faire, on y va et encore une fois, vente, vente, vente. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis le jour où il y a un problème, parce que s'il y a un aléa, bah, il vous reste encore une part pour la soif. Enfin, vous n'êtes pas complètement serré parce que vous avez gardé de l'argent de côté. Si vous utilisez toute votre épargne pour votre projet et au bout de 6 mois, 1 an, vous allez voir votre banque en disant bah là j'ai plus rien quoi. Bah oui, mais est-ce qu'il y a de l'activité? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Et si effectivement le chiffre d'affaires il n'est pas encore au rendez-vous, la banque elle vous suivra pas à ce moment-là. La banque suit beaucoup plus facilement vraiment le démarrage que 6 mois, 1 an après, où là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, je vous encourage vraiment à faire cette démarche, même si, encore une fois, si on est sur une activité de service où vous travaillez de chez vous, vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens, ne serait-ce que de prendre une enveloppe de 5, 10, 15 000 pour financer vos besoins de communication de démarrage, votre logiciel, un peu de trésorerie pour démarrer. Bah, rien que ça, en fait, ça peut vous mettre le pied à l'étrier et pas vous mettre sous pression au bout de 6 mois, 1 an si ça décolle pas comme c'était prévu. C'est vraiment un conseil. La trésorerie, encore une fois, la trésorerie privée et professionnelle, on peut mélanger les deux, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui vous permet vraiment de dormir un peu mieux le soir si jamais vous voyez que c'est un peu tendu. J'en profite aussi, le coût de revient. En fait, dès que vous vendez de la prestation des heures, en fait, il y a vraiment un travail à faire sur ce coût de revient parce que s'il est mal étudié, vous risquez de perdre de plus en plus d'argent, plus vous aurez de clients. Donc vraiment, en fait, de savoir pour une heure fabriquée, une heure revendue, combien je gagne exactement, est-ce que c'est en phase avec mes souhaits de salaire, avec mes souhaits de rémunération, avec mon objectif d'entreprise, c'est vraiment important. Alors je le dis parce que c'est mon métier, mais c'est vraiment, c'est trop bête d'avoir tout pensé sauf être rentable, quoi. C'est clair. Donc, ce que je disais tout à l'heure, savoir communiquer avec ses partenaires financiers, on pense que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Je vais être libre, je vais être entrepreneur, j'aurai plus de patron. Ça, c'est ce qu'on pense quand on démarre, mais au final, quand on crée son entreprise, en fait, on a d'autres comptes à rendre, notamment auprès de ses partenaires financiers, la banque en l'occurrence, qui va vous demander effectivement chaque année de leur produire le bilan. Mais il n'y a pas que la banque, il y a aussi vos fournisseurs. Dans une entreprise du bâtiment, par exemple, qui a besoin de se fournir auprès de son fournisseur, le fournisseur demande généralement le bilan pour savoir s'il peut mettre des enveloppes d'encours auprès de son client pour générer son activité. S'il voit que l'activité est un peu trop serrée et que du coup l'entreprise est en danger, il peut demander à être payé au cul du camion. Hein. Donc ça peut avoir des conséquences importantes sur l'activité. Donc l'entrepreneuriat et la liberté, c'est une juste limite dans le sens où de toute façon, à partir du moment où vous êtes indépendant, l'objectif ou entrepreneur, c'est de générer du chiffre d'affaires, donc de faire rentrer de l'argent. Et pour ça, il faut être aligné par rapport à ça. Les éléments clés à connaître, effectivement, pour pouvoir communiquer, par exemple, avec son banquier, pour aller chercher une enveloppe de financement ou de crédit sur son développement, c'est être à l'aise avec son chiffre d'affaires. Ça veut dire connaître son chiffre d'affaires, connaître son évolution par rapport à l'année passée. Je suis plutôt en perte, je suis plutôt en hausse. Pourquoi je suis en hausse? Pourquoi je suis en perte? Pourquoi j'ai augmenté mes dépenses? Enfin, voilà, il faut que vous soyez capable de rendre compte auprès de votre banquier de votre activité professionnelle sous forme chiffrée et donc qui traduit l'activité économique de votre entreprise. Savoir si vos marges ont augmenté, diminué, à quoi c'est dû, est-ce que vous avez cherché un nouveau marché, est-ce que vous avez vos prix, on a vu post-Covid des prix du bâtiment qui s'enflammaient et des artisans qui avaient vendu en fait des chantiers à des tarifs qui étaient sur des montants en tout cas sur des prix de vente qui étaient plus faibles. Et du coup, ça avait des conséquences importantes sur leurs marges qui ont dégradé très nettement leur rentabilité. Quand on vend du bois et que le devis est accepté, que le prix double ou triple, en fait, soit on est à l'aise à aller revoir le client, et ce n'est pas tout le temps le cas. Donc les artisans faisaient l'autruche et ont découvert à la fin qu'ils ont bossé pour perdre de l'argent juste pour tenir leur promesse au client final.
Et donc tout ça, c'est pour donner de la visibilité sur votre activité. Plus vous créez des outils de suivi qui sont simples pour suivre votre activité, plus vous êtes à même de communiquer avec votre partenaire financier pour lui expliquer où est-ce que vous en êtes. Si vous allez chercher une ligne de découvert de trésorerie, par exemple, enfin, un découvert professionnel, parce que vous allez avoir une dépense qui n'était pas prévue pour acheter du matériel. Par exemple, le client arrive en disant je vais demander un découvert pour acheter une nouvelle machine pour produire parce que l'autre est tombé en panne. Le banquier, lui, son réflexe, c'est de se dire on ne va pas mettre d'autorisation de découvert. En fait, ce n'est pas la ligne de découvert qui est nécessaire. Du matériel, ça se finance. Et d'ailleurs, juste pour finir sur la réflexion que je faisais tout à l'heure, ça me fait penser à ça, c'est qu'on ne finance pas de la trésorerie. La banque ne finance pas de la trésorerie facilement. Par contre, elle va financer très facilement du matériel, de la communication. Elle peut financer, à partir du moment où vous avez des devis faits par des professionnels, ça se finance. Elle va financer du fonds de commerce, du pas de porte. Tous ces éléments-là, elle va le financer facilement. De l'embauche, c'est compliqué parce que financer une embauche, c'est compliqué. Financer du licenciement, c'est compliqué aussi. Financer du licenciement, c'est compliqué. Il ne faut pas se tromper sur le recrutement. Exactement. Donc c'est important de garder cette trésorerie justement pour financer ces aléas-là qui ne sont pas finançables par le biais du financement bancaire. Et par contre, tout ce qui est matériel, tout ce qui est finançable, tout ce qui est concret, on va dire tout ce qui est palpable, de le faire financer par la banque, là, oui, effectivement, il faut y aller. Une entreprise qui dit non, moi je veux pas faire de crédit, je préfère me débrouiller tout seul, sur du concret, il vaut mieux le faire à ce moment-là plutôt que d'aller chercher à la fin en disant là j'ai plus d'argent sur le compte, et là ça peut devenir compliqué de financer quelque chose. Et un point important, demander des lignes de découvert quand tout va bien plutôt que quand ça commence à se tendre. Une autorisation de découvert, ça se demande quand vous êtes positif et que vous n'en avez pas besoin, clairement. Enfin, faites-le. Par contre, le jour où vous commencez à utiliser cette autorisation de découvert, là, ça peut être plus compliqué d'aller demander l'enveloppe en banque. Donc, c'est quand tout va bien qu'il faut demander, et c'est pour anticiper justement des aléas. Et la banque, en fait, a des droits ou des normes, en fait, sur X jours de chiffre d'affaires en autorisation de découvert. Juste pour une petite règle de gestion là, à retenir, c'est tout ce qui s'utilise à long terme, se finance à long terme. Donc ne jamais auto-financer des investissements de long terme. Et puis, donc c'est juste pour compléter ce que tu disais. Oui, tout à fait. Avant de conclure, j'avais noté 2-3 choses que je voulais vous faire part, mais je n'en ai pas parlé pendant le risque d'une trésorerie. Alors, le but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est juste de vous montrer le point essentiel vraiment par rapport à ça. C'est qu'une trésorerie qui est absente, en fait, peut vous faire manquer des opportunités. J'ai l'exemple, en fait. J'étais en banque à l'époque, au moment du Covid, d'une entreprise qui, juste au moment du Covid, en fait, avait une trésorerie largement suffisante pour son activité. Et quand l'approche du confinement arrivait, ils ont investi dans du plexiglas. On s'est dit, tiens, ils faisaient tout ce qui était objets publicitaires, etc. Ils se sont dit, tiens, on va rentrer du stock en plexi, vu comment ça se passe. Au pire des cas, on aura du stock dans l'entreprise pour continuer à travailler pendant ce temps-là. Et effectivement, eux, ils ont surfé, on va dire, sur le Covid, puisque si vous vous rappelez bien, au moment du Covid, il fallait mettre des plexis à toutes les caisses, pour se protéger de la relation vendeur-acheteur. Eh bien, ils ont explosé leur chiffre d'affaires sur cette période-là parce qu'ils avaient de la trésorerie qui leur permettait d'acheter du stock en plexi et du coup de développer leur activité sur cette période-là. Donc, avoir de la trésorerie, c'est aussi saisir des opportunités au-delà de la partie aléa. Et juste, effectivement, en fait, là, il existe avec les banques plein de solutions court terme pour solutionner vos difficultés de trésorerie, mais la seule façon de régler définitivement cette question de trésorerie, c'est de créer de la valeur. La valeur, elle va vous créer de la trésorerie sur le long terme. Et donc, qui dit valeur dit profit, en fait, après le coût de revient, etc. Donc, c'est pour ça qu'une entreprise est condamnée, en fait, à faire du profit. C'est pas pour autre chose que pour vraiment être utile, en fait, à son développement et à sa sérénité. C'est assurer la pérennité de son entreprise. Moi, j'ai 2 mots-clés quand j'interviens auprès des entrepreneurs. C'est 1, la viabilité économique, c'est-à-dire pouvoir vous rémunérer sur votre activité, c'est quand même l'objectif. Et 2, c'est d'assurer sa pérennité, c'est-à-dire de pouvoir être là toujours dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et ça se fait au travers d'une bonne gestion. Et une bonne gestion permet d'avoir une trésorerie
suffisante sur son compte pour pouvoir faire face, encore une fois, à des aléas. Il y en aura forcément en tant qu'entrepreneur, vous en aurez forcément. Ça fait partie de la vie d'entrepreneur que de vivre des aléas. Donc voilà. Et ça vous permettra aussi de profiter des opportunités sur des marchés que vous allez pouvoir détecter en ayant de la trésorerie suffisante sur le compte. Vous allez pouvoir effectivement vous dire, tiens, là, allez, j'y vais, je vais voir ce que ça donne. Et puis ça vous permettra forcément de développer votre entreprise. Donc c'est vraiment un point clé important. 2 points clés, vendre. Générer du chiffre d'affaires, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé, c'est de pouvoir générer de la trésorerie qui va vous permettre de durer dans le temps. Voilà, si on peut conclure. Voilà, prenez dès aujourd'hui les bonnes décisions. Voilà. Et passer aux questions, en fait, j'ai mes yeux qui se tournent vers une personne parce qu'en fait, elle était responsable auparavant en fait d'un centre de profit qui louait du matériel aux artisans. Donc elle a vu en fait tout ce que pouvaient générer les activités. Et tu as démarré ton activité il y a 3 ans, 2 ans. Je te passe le micro avec une petite question peut-être. Oui, j'ai démarré mon activité il y a 1 an et demi, donc moi je suis les tableaux, tout ce que vous avez parlé, je les suis. Moi j'ai juste une question. Moi j'ai une activité qui est très saisonnière et il m'arrive d'avoir moi de la trésorerie en positive. Est-ce que ça a un intérêt de payer ses fournisseurs avec un escompte ou non, ça n'a plus d'intérêt de faire ça? Est-ce que ça t'apporterait d'une baisse est-ce qu'au niveau de ta marge, ça peut améliorer les choses? C'est léger, mais voilà, à chaque point gagné. Ouais, alors après, moi je vois pas trop l'intérêt en fait. Tu vois, si tu as la trésorerie nécessaire pour payer, c'est de générer un peu plus de délai pour régler tes fournisseurs en fait par le biais de l'escompte. Non, là je vais passer ma commande, je vais régler directement et ils m'accordent 2% d'escompte. Ah oui, faut prendre, ouais. Ah oui, c'est par rapport à ça. Ouais. Ah oui, c'est un intérêt de le prendre. J'ai la trésorerie qui le permet, en fait. Ah oui, il faut, ouais. Encore une fois, vaut mieux utiliser ces enveloppes. Tout ce qui est possible parce que ça fonctionne bien, en fait, faut l'utiliser. Ok. Ouais. Oui. Oui, exactement. Et donc, on va passer aux questions-réponses. Effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est elle qui répond aux questions parce que c'est l'ancienne banquière. Merci Olivier. Bonjour, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il existe des solutions pour faire fructifier sa trésorerie quand on en a? Alors aujourd'hui, ça peut. Il y a des banques qui rémunèrent un peu plus la trésorerie. Alors à l'époque où les taux étaient très bas, autant vous dire que ça rémunérait pas beaucoup. Là, il y a quelques solutions. Il y a quelques banques qui présentent des solutions de financement, soit sur du compte à terme, soit sur du livret d'épargne professionnel. Oui, ouais. Avec quoi comme taux à peu près? Je ne saurais pas vous dire parce que je suis pas sur ça. Moi, je suis sur la partie demande de financement et pas sur la partie placement de trésorerie. Mais il y a certainement des. Alors, je sais que toutes les banques ne le font pas, par contre. En tout cas, du compte à terme, toutes les banques en font. De livret d'épargne de trésorerie, toutes les banques n'en font pas. Après, on est peut-être aux alentours de 2% par rapport au prix de vente du crédit aujourd'hui. On est peut-être dans ces eaux-là. Et pour différencier le livret d'épargne de trésorerie, c'est un livret, vous pouvez faire des allers-retours comme vous voulez, par rapport à un compte à terme. Un compte à terme, il a une durée de vie de 1 mois, 3 mois, 6 mois, et qui se renouvelle de manière tacite en fait auprès de la banque. Voilà. Ça peut être aussi de l'investissement auprès des autres créateurs ici, plus risqué, plus rémunéré. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci. Si on veut utiliser Excel. Oui, alors moi je viens juste de me lancer et je suis prestataire de services pour les maisons d'édition. Et oui, en fait, si on veut utiliser Excel et pas des logiciels, donc pour suivre ce que vous disiez, est-ce qu'il existe des sites où on peut trouver des modèles ouais. Ah oui. On est au stand 204. 204, ça, on vous donnera. Mais oui, il y a des outils tout simples et ça existe. Alors moi, je suis dans le bâtiment et je viens de me lancer il y a 2 mois. Stand 204. Je fais de la plomberie, de l'électricité, je suis en multiservice. J'avais une question ici. Oui, si c'est possible d'avoir plus d'infos sur la notion d'escompte, délit et affacturage. Alors, l'escompte, c'est
de moins en moins utilisé en fait auprès des professionnels. Ça se fait beaucoup dans le bâtiment. Je ne savais pas que ça se faisait dans l'habillement. Enfin, donc les lignes d'escompte, en fait, le fournisseur vous délivre en fait par rapport à votre fonctionnement en fait une autorisation de valeur de stock que vous pouvez utiliser avec eux et moyennant des délais de règlement en fait avec l'entreprise. Voilà, donc c'est des relations qui s'établissent entre clients et fournisseurs. Mais encore une fois, on en voit de moins en moins. Bon, ça dépend vraiment des activités. On va en avoir un peu en restauration, beaucoup dans le bâtiment encore, et puis dans des secteurs d'activité autres. Sur les créances de loi d'AI, en fait, on va l'avoir beaucoup quand on travaille avec les institutions, c'est-à-dire beaucoup avec les mairies, les communautés de communes. Tout ce qui est en lien avec l'État, en fait, hein, c'est pareil, c'est la banque, à partir du moment où elle sait que vous travaillez avec une mairie, par exemple, vous allez lui délivrer, en fait, la facture en disant, voilà, je travaille avec telle mairie, elle me doit 10 000 €, je serai payé... des fois, je ne sais pas trop quand. Ça peut mettre un peu de temps selon les institutions. Eh bien, la mairie la banque va avancer en fait une grosse partie de cette facture-là, et c'est elle qui se fera régler indirectement par la mairie. L'affacturage, c'est pareil. Alors ça peut être intéressant quand on s'adresse à. C'est que pour du B2B, hein, tout ça. Alors en précision, escompte, loi d'AI. De professionnel à professionnel. Ouais, de professionnel à professionnel, ça c'est pas avec du particulier. L'affacturage, en fait, ça a plusieurs vertus. On dit souvent que ça coûte cher, mais ça a quand même des vertus qui sont non négligeables. Ça s'assure Alors, l'affacturage, c'est un peu le même principe que la loi d'AI, mais c'est pour tout professionnel, c'est-à-dire c'est une avance de facture. Vous travaillez avec un nouveau... vous êtes professionnel, vous travaillez avec un autre client professionnel que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas sa solidité financière. Si on en parlait tout à l'heure, une entreprise qui dépose le bilan pour ses fournisseurs, en fait, ça peut être juste une catastrophe et ça peut avoir l'effet boule de neige d'amener les autres fournisseurs en fait à déposer le bilan. Et bien le fait de confier des factures à une société d'affacturage, en fait, c'est que la société d'affacturage va s'assurer de la solidité financière de l'entreprise. De deux, elle va avancer une grosse partie de la facture, en moyenne 80%, si je ne me trompe pas. Et trois, elle va faire les relances clients pour se faire régler. C'est elle qui prend en fait la facture à la place du client. Donc quand on n'est pas forcément bien staffé, en tout cas on n'a pas la capacité de staffer, d'avoir quelqu'un qui fait les relances dans l'entreprise, ça permet aussi d'avoir un prestataire extérieur qui va aller chercher l'argent auprès de l'entreprise. Soit l'entreprise est vraiment organisée pour fonctionner avec de l'affacturage sans nuire à sa rentabilité, soit c'est un signe parfois perçu d'un début de petite défaillance parce qu'on n'a justement plus le carburant pour notre activité au quotidien. Donc ça devient une solution d'amélioration de trésorerie court terme. C'est bon, c'est clair. Autre question, il en reste une dernière question, on prend parce qu'après on va être obligé de laisser il est 11h15. Parfait. Dernière question. J'ai pas compris tout à l'heure, vous parliez de trésorerie pléthorique. Oui, c'est moi. Ça déborde, c'est Picsou qui était là. Quand on a pléthore de trésorerie, c'est qu'on ne sait même plus quoi en faire en fait. Donc c'est là où on va rechercher des solutions de placement, d'investissement, les business angels en fait, ils ont une trésorerie pléthorique et après ils décident d'en faire une raison de vivre, quoi. Voilà. On va conclure. Si plus personne n'a de questions, encore une fois, on est présent au stand 204. On vous le dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous y arrêter. On vous remercie pour votre attention en espérant vous avoir apporté en tout cas des clés de lecture de la trésorerie. Voilà. Merci. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait du général parce qu'il fallait, mais on sait que vous êtes chacun un cas individuel. Donc, voilà. Merci à tous pour votre attention. Au revoir.